Jean-François Richet, le réalisateur qui avait bousculé la France avec Mérine, revient au cinéma, de nouveau avec Vincent Cassel dans le très attendu L'Empereur de Paris, un film d'aventure flamboyant qui sent le soufre et une peinture sombre de l'âme humaine. L'histoire d'un bagnard, François Vidocq, véritable anti-héros qui, tel un rat, va quitter les bas-fonds de Paris pour se faire une place dans la société corrompue de l'Empire napoléonien. C'est qui, lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq. Bonjour et bienvenue Jean-François Richet. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Je sors de la projection de votre nouveau film, L'Empereur de Paris, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du cinéma dans ce film-là. On le rappelle, on est sous l'Empire. Vidocq est l'un des rares bagnards à s'être échappé. Alors, quels sont les metteurs en scène ou les films qui vous ont permis de vous évader en tant que spectateur? Rocky m'a fait évader, ouais. Oui. Ah, c'est nous, c'est moi. Enfin, c'est moi. Je comprends la motivation, je comprends pourquoi le gars, il se lève, il mange des œufs crus. Et à la fin, l'arc du personnage, le prolétaire qui va devenir roi du ring, empereur du ring. Voilà, l'empereur du ring. Qu'avec le travail, la rage, les tripes. C'est pas quelqu'un qui est contemplatif. Et puis peut-être plus tard, les classiques. Des films comme Eisenstein, quand j'ai commencé à me politiser, ou même des films comme Sergio Leone. J'ai en mémoire un film que j'ai dû regarder en boucle, c'est Il était une fois la Révolution, où je trouvais justement on alliait le grand spectacle et le fond, juste avec des petits plans, ou des petites scènes autour du feu, où ils jettent le livre de Bakounine, je crois, un moment dans le feu, ou un truc comme ça. Le cinéma, il marche par un processus, alors des fois c'est pernicieux, parce qu'il faut faire attention avec quel personnage on développe, mais ça marche sur un processus d'identification. S'il n'y a pas ce processus d'identification ou d'empathie, on a raté son sujet. Donc c'est pour ça, déjà, parfois c'est difficile de mettre en scène on va dire des anti-héros. Quand les personnages sont dans des zones ils ne sont pas tout blancs ou tout noirs, mais c'est une multitude de gris, comme la race humaine est, comme l'être humain est, ça m'intéresse. Ouais. L'Empereur de Paris, ça parle d'un Paris disparu, d'un Paris des bas-fonds. Quel est le film qui pourrait le mieux, comme ça, cristalliser cette image d'un Paris perdu? Un Paris perdu? Les Misérables de Bernard, ouais. La version avec Harry Bor? Ouais. Ah. Sensationnel. Mais pour moi, c'est l'histoire parfaite. Hein. Les Misérables, c'est l'archétype parfait pour moi. J'adorerais pouvoir le faire. Il l'a fait en 3 films. Tous différents en même temps, avec un lien. Il finit même à la fin sur les barricades. C'est somptueux. Et Les Enfants du Paradis? Ouais, Les Enfants du Paradis aussi, Ah, évidemment. je savais qu'il y avait... Évidemment. C'est un des films que j'ai revu avant de faire L'Empereur de Paris. Ah, et pourquoi? Ouais. Écoute, c'est un des films préférés aussi de Vincent, de Cassel. Ah oui? Ouais. Et moi, c'était un film que j'avais toujours de l'affection, mais je voulais le revoir. Il m'en reparlait, je voulais le revoir. Et puis... Alors, c'est pas la même époque, ça date 15 ou 20 ans plus tard. Mais c'est somptueux, c'est grandiose, quoi. Mais c'est pour la galerie des personnages? Parce qu'il y a ça chez vous et chez Carnet? L'épopée, ouais. Les interactions entre eux, les antagonismes. Je ne sais pas comment ils ont eu l'argent pour construire cette grande avenue, à un moment, avec 2000 figurants. Ouais, et ça, c'est le Paris de l'occupation. Ouais, à ce moment-là, Carnet tourne avec pas beaucoup de moyens. Ouais. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. On peut faire des films historiques pas chers. On met 2 acteurs en costume contre un mur. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas filmé contre le mur. Je vais mettre la caméra de l'autre côté, il y aura toute la place. Donc quand c'est Mérine, vous me mettez 200 voitures d'époque. Et on va tout refaire, la signalisation, les trottoirs, les boutiques. Et là, c'est pareil. Je pouvais faire un marché avec, on voit 3 ânes qui passent. Mais non, ce qui m'intéresse, c'est les 300 figurants. Et donc là, vous filmez à focale courte.
C'est-à-dire qu'en Ouais, j'ai focale filmé à courte, focale courte. on peut avoir tout le Ouais. décor. Sinon, vous étiez dans la position d'avoir une focale longue. Vos personnages étaient écrasés derrière un décor qu'on ne voyait pas. Bah oui. Moi, je voulais vraiment que ce soit une immersion. Le film se passe en 1809. Je veux même que les profs d'histoire, ils disent, voilà, on va voir un film d'aventure, mais le Paris de l'époque, il est là. Annette. Bah alors, t'étais où? T'as rien pour moi, là? Il parle. J'allais justement essayer de vous trouver. Te moque pas de moi. Messieurs, Parle. messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous effrayez ma clientèle. Vous faites la différence entre mise en scène et réalisation. Alors, qu'est-ce que la réalisation? Qu'est-ce que la mise en scène? Et qui sont les réalisateurs et les metteurs en scène pour vous? Ça, il faut toute une vie pour répondre à cette question. Ok, on y va. La mise en scène, pour moi, on fait abstraction de la caméra. D'ailleurs, on va faire une image très simple au théâtre. Il y a des metteurs en scène. Il n'y a pas de caméra. C'est comment gérer un acteur ou un personnage, plutôt, en fonction de ses motivations, pourquoi il se lève, pourquoi il est triste, qui est dominé dans une scène, par exemple. Et souvent, ça change. Je sais pas, on prend un bout de texte avec Vincent, là, je sais que c'est lui qui est dominé, par exemple. Donc, il y a une façon de le placer. C'est pas lui qui va être debout. Je schématise. Hein, C'est les rapports de force. C'est Vous les organisez rapports de force. Voilà. Et le mouvement dans un espace donné, parce que on peut pas aller n'importe où, on peut pas sortir alors qu'on n'a pas préparé le plateau dehors. Donc ça, c'est la mise en scène. C'est ce que s'occupent des acteurs. Ce que j'appelle, moi, après, la réalisation, mais c'est ma définition. La réalisation, c'est la caméra. C'est comment amplifier l'émotion ou appuyer les rapports de force entre les personnages, ou montrer leur motivation avec la caméra. Mais on peut s'apercevoir qu'on peut faire plein de trucs avec une caméra. On la met comme ça. Est-ce que je fais un travelling sur vous? Ou est-ce que je fais un panoramique et je vous prends comme ça et je vous récupère? Est-ce que je vous prends en contre-plongée? Est-ce que je vous prends en plongée? Ou est-ce qu'entre les deux, je fais un mouvement ou c'est un cut? Et vous faites une entrée de champ ou vous faites une sortie de champ? Est-ce que je vous suis pendant un moment avec un travelling ou avec un panoramique? On peut tout faire. Et ça, si votre mise en scène, ce que j'ai parlé au préalable, elle est fausse, vous allez être le meilleur réalisateur du monde, ça va être faux. Ça va être faux. Alors la question subsidiaire, c'est quel est l'homme qui réunit mise en scène et réalisation au cinéma? J'ai envie de dire facile, hein, Orson Welles. Parce que c'est un homme qui vient du théâtre? Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être. Ah, il y en a d'autres aussi, des metteurs en scène exceptionnels et réalisateurs exceptionnels. Et alors chez les Français, par exemple? Renoir. Je sais pas, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Tant mieux, oui. Abel Gance, Renoir, Duvivier. Après, ils ont des styles différents tous. Mais ouais. Et vous êtes capable de leur emprunter des choses, vous, pour travailler? Oui. Et c'est récent. Ah. Des jours, je parle avec Mel Gibson et je lui dis, mais t'as eu ça où? Je l'ai pris là. Et t'as eu ça où? Et je l'ai pris là. Mais je dis, t'as pris partout. Mais oui, j'ai pris partout. Je dis, mais... Parce que vous aviez des complexes avant à prendre... Non, je ne le faisais pas. Je me refusais à. C'était ma façon de travailler. Et depuis quand vous l'assumez alors, le fait de... Depuis que je travaille avec Mel. J'ai vu énormément de losets. Je pense qu'il y a beaucoup de losets dans l'Empereur de Paris. Ah oui? Ouais. Bah, par exemple quoi? Servante, le miroir déformant. Je ne m'en sers pas de la même façon. D'ailleurs, vous dites que les metteurs en scène que vous admirez s'appuient sur une grammaire classique. C'est quoi cette grammaire classique? Le b.a.-ba, c'est que chaque plan apporte une information, déjà. D'accord. Et ça, c'est ce que disait Einstein, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'un plan A plus un plan B n'est pas égal à A plus B, mais égal à C, encore une autre information. La dramaturgie, c'est le conflit. Je veux dire, on n'a rien inventé depuis les Grecs, hein, c'est le conflit, la dramaturgie. Il faut que l'image, ça soit conflictuelle aussi. Il faut parfois que les coupes, on doit les sentir, on doit les voir parfois, sinon ça ne sert à rien de couper. Et donc, le classicisme commence par là. Après, il y a un autre niveau qui est qu'entre un plan A et un plan B, plutôt qu'avoir une coupe, parfois, c'est mieux d'avoir un mouvement. Je prends l'exemple du travelling de La soif du mal, où on commence sur un gros plan avec la bombe et à la fin, ça explose. On peut le raconter découpé, mais dans ce sens-là, avec l'écriture très appuyée d'Orson Welles, il te fait quelque chose mieux que de la coupe. Vous avez fait un remake en 2004 d'un film qui s'appelait Assaut. En quoi Carpenter il a pu guider votre travail de metteur en scène? Je ne sais pas s'il a guidé autant que ça mon travail de metteur en scène. Il est brillant. Hein. Par exemple, moi, je m'étais amusé à analyser Assaut, mais bien avant que j'envisage de faire
un remake. J'ai dessiné le commissariat. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris la mise en scène, dessiner les lieux des cinéastes, et je voyais les trajets qu'ils faisaient. Pourquoi ils ouvraient une porte, donc, je faisais des petits schémas. D'ailleurs, je bosse encore comme ça sur mes films. Je fais des petits schémas et, avec des petits traits quand ils marchent. Et je me suis aperçu d'un truc, peut-être que je me trompe, et je crois que c'était ça, si j'ai bonne mémoire. À un moment, le shérif, il ouvre une porte et il se retrouve dans la prison. Et 20 minutes plus tard, il ouvre la même porte, il se retrouve dans un bureau. Et j'avais rien vu. Je l'ai vu parce que j'ai fait ça. Et je dis, le mec, il n'a pas d'argent. Son économie lui donne des moyens de rebondir phénoménal. Vidocq, on y revient. C'est un homme qui est pris entre deux mondes antagonistes, flic et voyou. Ouais. Hein, pour le faire court, c'est Ouais. un peu ça. C'est quelqu'un qui ne trouve pas sa place dans la société. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en ça, pour moi, votre film, il est extrêmement languien. Parce que Fritz Lang, il avait une passion pour des personnages que la vie avait abîmés. Vidocq, on est dedans. Et puis, chez Fritz Lang, c'est la lutte contre le destin, la lutte contre la fatalité. Et Vidocq, il ne fait que ça, se battre contre la fatalité. Est-ce que vous vous sentez languien? Je dois être un languien refoulé parce que parce que ce que vous me dites, oui, mais moi je me vois plus fordien. Mais peut-être que c'est l'image que je veux me donner de moi-même. Alors pourquoi vous vous sentiez plus fordien? Peut-être qu'il y a une dimension chez Ford qui est... j'ai toujours en tête, parce que il parle avec sa mise en scène. J'ai toujours l'image de Ford avec un tiers de terre, 2 tiers de ciel. Et j'aime l'idée que l'individu, il n'a que des comptes à rendre à Dieu. Qu'il n'y a que lui qui peut l'écraser, la fatalité. Mais c'est vrai que dans mes films, c'est pas souvent comme ça. C'est plutôt la société. Donc peut-être que je suis languien, je vais peut-être mettre du temps à l'accepter, mais peut-être. Alors on va en finir avec le cinéma et je vais vous faire un cadeau. J'espère ne pas me tromper. Parce que vous avez toujours revendiqué vos inspirations prolétariennes. Ouais, bien, moi je le revendique. Ouais. Je revendique ça. Le cadeau que je vais vous faire, c'est un film monstre, un film hors limite, parce que le metteur en scène était hors limite. Il est mort le lundi 26 novembre, il vient de nous quitter. C'est Bernardo Bertolucci avec ce film 1900. Merci, c'était les années 70, 75. Ouais. 1975. J'emploie rarement ce mot, chef-d'œuvre. C'est-à-dire que quand on dit chef-d'œuvre, ça veut dire qu'en cinéma, ce film ne doit pas rougir s'il est à côté d'un tableau de Delacroix, ou à côté du Requiem de Mozart, ou à côté, je ne sais pas, d'un livre de Chateaubriand. Ça peut être à côté. Je ne sais pas comment fait Bertolucci pour insuffler autant de poésie dans le réalisme, sans que ça soit du réalisme poétique. Je ne sais pas comment dire. Sans que ça soit Pasolini. Très bien. Voilà. Et j'adore Pasolini. Mais je ne sais pas comment il fait. Sa mise en scène, c'est... Je me souviens d'un truc dans la première partie où c'est après la guerre, ils sont assis dans une grange et il y a une fenêtre. On va les trancher. Ce moment-là, c'est juste un travelling en plan moyen, large. On ne voit pas les visages. Tout est dit. N'importe quel réalisateur, et moi le premier, j'aurais fait un gros plan pour ce truc-là. Bertolucci, il reste juste avec un mouvement, alors que les personnages sont statiques. Il fait un mouvement, un travelling droite-gauche, et il reste en plan large. La guerre, tu l'as vue aussi d'ici? Alors que c'est la dramaturgie extrême, c'est le conflit extrême. Ils ont beau être amis, il y en a un qui a été au front parce qu'il est pauvre, et il y en a un qui est resté dans la grange ou dans la maison de maître de son père parce qu'il est riche. C'est un seul plan. Ouvrez le coffret parce qu'il est assez exceptionnel. C'est la version de 5h30, telle qu'on ne l'a pas vue. Et surtout, il y a plus de 700 coupes qui avaient été faites à l'époque par la Paramount, qui sont restaurées là. Donc, il y a du film. Alors, ceux qui ne jurent maintenant que par le téléchargement, c'est un objet magnifique. En plus. Mais c'est comme les vinyles, quoi.
Faut être fétichiste quand on aime le cinéma. Évidemment. Et ben L'objet voilà. est important, ça fait partie du voyage. Tout est dit, vous êtes là pour mais restez avec nous. François, on est tellement bien. Merci d'être venu. Et puis surtout, vous revenez quand vous voulez avec vos metteurs en scène Vous préférés. m'invitez quand vous voulez, je serai là. Voilà. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. À bientôt.